Salut, c'est Marco de Top for Phone. Aujourd'hui, une vidéo de test du tant attendu Logicom E500, un mobile que vous avez été très nombreux à me demander en test, à tel point que la marque ne répondant pas à mes sollicitations, il a fallu que je l'achète, tout simplement pour répondre à vos demandes. Donc j'ai acheté ce fameux téléphone. Enfin là, c'est une parenthèse parmi tant d'autres. Ça n'est pas l'essentiel finalement de cette vidéo. Une vidéo de test qui naturellement fait suite à la vidéo de déballage, au cours de laquelle, il y a quelques temps, je vous avais présenté donc la boîte, bien sûr, le téléphone dans un rapide premier aperçu, et aussi les accessoires qui sont fournis avec le téléphone. Aujourd'hui, on est bien sur la vidéo de test du Logicom E500, une vidéo qui va se découper en deux grandes parties. Une première partie qui va donc porter sur le matériel, à savoir l'esthétique, la connectivité, les performances, l'image, le son. Grand classique chez Top for Phone, c'est comme ça qu'on découpe toujours nos vidéos. Et puis une deuxième partie, au cours de laquelle on va parler du logiciel, le système d'exploitation tout simplement, la surcouche s'il y en a une, et plus largement l'usage que l'on peut avoir de ce téléphone. À quel type d'usage, à quel type de besoin répond-il? À la fin de ces deux grandes parties, on aura l'incontournable, l'indispensable, devrais-je dire, conclusion, au cours de laquelle on se dira si oui ou non le Logicom E500 est un mobile qu'il faut acheter sur un marché hexagonal qui est déjà extrêmement saturé de nouvelles références. Tous les mois, on a de nouveaux téléphones de cette catégorie qui apparaissent sur le marché, et tous les trimestres, on a une nouvelle marque comme Logicom qui apparaît sur le marché. Voilà, donc on est effectivement sur un marché hexagonal qui est extrêmement saturé de nouvelles références. Alors est-ce que le Logicom E500 tire son épingle du jeu parmi ses concurrents, enfin face à ses concurrents, pardon, sur un marché donc extrêmement concurrentiel? Eh bien ça, on se le dira notamment lors de la conclusion, et je vous donnerai ma propre opinion. Est-ce qu'il faut l'acheter ou pas? Ça, c'est extrêmement subjectif, mais en tout cas, je vous le dirai, je vous donnerai ma propre opinion dans la conclusion de cette vidéo. Alors avant de commencer le test, j'aimerais aussi juste repréciser ce qu'est ce téléphone. C'est un téléphone qui est un entrée de gamme, premièrement. C'est un téléphone qui est un low cost, 99 €, c'est son prix en février 2014. Donc c'est clairement un téléphone destiné au budget raisonnable, de fait, ou tout simplement par choix, parce que tout simplement vous n'auriez pas envie de dépenser beaucoup d'argent dans votre téléphone. Ça arrive, on n'a pas forcément envie de mettre tous ses ronds dans un téléphone. Voilà, tout simplement. Et moi personnellement, j'en fais partie. Donc le Logicom E500, un téléphone low cost. Un téléphone low cost qui se démarque des autres téléphones de la catégorie, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous avez été nombreux à me le demander en test, tout simplement parce qu'il est doté d'un écran de 5 pouces. C'est un peu son originalité. Un téléphone à 99 € doté d'un écran de 5 pouces, eh bien sur le marché hexagonal en 2014, il n'y en a pas des masses. À mon avis d'ailleurs, c'est même le seul qui est doté d'un écran de 5 pouces à ce prix-là. Voilà, donc c'est un petit peu l'originalité, c'est un petit peu ce qui fait ce côté attractif, on va dire, du téléphone. Mais qui dit écran 5 pouces ne dit pas forcément belle image, et ça on se le dira tout au long de la vidéo. On verra ce qu'il en est, est-ce que finalement il a une bonne image ou pas? Eh bien ça je vous le laisserai le découvrir d'ici quelques instants. Voilà, donc il est temps tout de suite de commencer le test de ce téléphone. Première partie, le matériel, et donc dans la première partie, on va parler de l'esthétique. Alors ce téléphone, il faut savoir qu'il est décliné en deux versions couleurs. Ici on a la version blanche, qui est celle que je trouve un petit peu plus originale, un peu plus fashion, c'est un peu plus dans mes goûts. Et puis la version noire que vous voyez ici sur la boîte, tout simplement. Donc il existe bien deux versions couleurs, noir ou blanc, noir, totalement blanc, à vous de choisir. Le Logicom E500, eh bien on va faire le tour du propriétaire, on va regarder ce à quoi il ressemble, et vous allez voir que c'est un téléphone qui a des dimensions qui sont relativement généreuses. Alors certes déjà, de fait, il s'agit d'un écran de 5 pouces donc qui dote ce téléphone, dont est doté ce téléphone, et qui nécessairement nécessite une carrosserie, un châssis un peu plus important que tout simplement des téléphones de 4 pouces. Jusqu'à là ça va de soi, j'enfonce une porte ouverte. Mais malgré tout, c'est un téléphone qui a des côtés qui sont un petit peu larges. C'est-à-dire que c'est un téléphone qui n'a pas visé l'optimisation en termes de dimension, ni d'ailleurs en termes de poids. Alors, on va parler tout de suite de l'esthétique, on va faire le tour du propriétaire, je vous donnerai les dimensions d'ici quelques instants, et puis je vous parlerai aussi du poids de nouveau d'ici quelques instants. Alors, sur sa face avant, on a un écran de 5 pouces, sur lequel je reviendrai aussi en termes de résolution et de qualité d'image, en dessous duquel on retrouve 3 touches sensitives rétroéclairées comme je vous l'ai montré. Le rétroéclairage est réglable, vous pouvez le mettre sur 5 secondes, 30 secondes, ou tout simplement l'éteindre. On retrouve ici la touche menu contextuel, la touche accueil au centre et la touche retour sur la droite. Au-dessus de l'écran, on retrouve capteur de luminosité de proximité, une grille qui protège tout simplement l'écouteur qui se trouve juste derrière, et le capteur photo frontal 1,3 mégapixels qui vous permettra de faire de la visio notamment, et aussi des selfies. C'est tellement à la mode en 2013 et surtout en 2014. Voilà, donc ça c'est pour vous resituer, vous repréciser un petit peu ce que l'on retrouve sur la face avant de ce téléphone. Sur le côté gauche du mobile, on retrouve tout simplement un pourtour chromé qui forcément, comme son nom l'évoque, pourtour fait tout le tour du téléphone. On retrouve également un bouton on-off sur le côté gauche du téléphone. Un bouton qui est en plastique et qui reprend exactement la même couleur que le cache batterie arrière. Sur le dessus du mobile, on retrouve un jack 3.5 format OMTP, ça a toute son importance et j'y reviendrai aussi. Un micro USB 2.0. Sur le côté droit du mobile, on retrouve un bouton de contrôle de volume plus-moins qui reprend également le même plastique, la même couleur que le cache batterie arrière. Et puis on retrouve également l'entrée micro primaire sous le dessus du mobile.
Pardon, excusez-moi. Alors à l'arrière, on retrouve le cache batterie qui présente notamment le marquage Logicom. En bas du marquage Logicom, on retrouve le haut-parleur, en tout cas une grille qui protège le haut-parleur. On retrouve dans le coin supérieur gauche une entrée micro secondaire. C'est utile notamment pour atténuer le bruit extérieur lorsque vous êtes en conversation. Ça évite d'avoir du parasite auditif pour votre interlocuteur. On retrouve un capteur photo de 5 mégapixels avec une petite plaque en aluminium, voilà, style aluminium, c'est pour faire un petit effet de style, c'est mignonnet. Et on retrouve le flash LED sur le côté droit du capteur photo. Voilà. Un téléphone dont on peut retirer le cache batterie, tout simplement. Donc là, je retrouve la petite fente qui se trouve dans le coin inférieur gauche du téléphone. Donc je retire le cache batterie. Vous voyez, c'est très très simple. Le cache batterie qui présente la particularité, de faire tant de bruit. Le cache batterie qui présente la particularité d'être doté de la vitre elle-même, c'est-à-dire que lorsque la vitre du capteur photo se raye, eh bien vous n'avez qu'une chose à faire, c'est tout simplement changer le cache batterie. Bon, c'est un bon petit point parmi tant d'autres. Voilà, c'est une bonne petite idée, c'est-à-dire que voilà, c'est pas un vrai capteur photo avec un vrai optique de dingue, c'est tout simplement un optique type plastique. Mais bon, la bonne nouvelle, la bonne conséquence de ce type d'optique, c'est tout simplement que comme ça n'en est pas un, vous pouvez le retirer avec le cache batterie. Bon. Conséquence par contre négative de ce genre de choses, c'est qu'il n'a pas d'autofocus ce téléphone. Mais j'y reviendrai aussi d'ici quelques instants lorsque je parlerai du capteur photo. Donc à l'arrière du téléphone, une fois le cache batterie retiré, on accède à quoi? Eh bien tout simplement aux deux emplacements de carte SIM. Ce téléphone est de conception chinoise, c'est un grand classique sur les téléphones chinois. Et au centre, on retrouve un emplacement pour la carte micro SD jusqu'à 32 Go de mémoire. J'y reviendrai aussi tout à l'heure. On retrouve aussi la batterie 2000 mAh. Sur un téléphone de cette catégorie, c'est pas bête. Moi, ça aurait été une bêtise, justement, 2000 mAh, c'est tout simplement ce que l'on attend sur un smartphone 5 pouces. J'allais dire smartphone, mais j'allais aussi préciser phablette, parce que vous le savez, la catégorie des phablettes commence à 5 pouces. Voilà, donc on est sur un téléphone qui, esthétiquement, d'ailleurs, je vous l'ai pas dit, je vous avais pas donné mon sentiment, mais présente bien. On a des petits effets de style, on a de l'arrondi ici, on a une petite plaque en aluminium donc autour du capteur photo, enfin imitation aluminium, une grille ici pour le tout simplement haut-parleur qui est un petit style sympathique, qui prend toute la longueur, pas toute la largeur du téléphone. Voilà, il y a des petites notes stylistiques qui font que ce téléphone sort un petit peu du banal, sans rentrer non plus dans de l'excentricité, donc on reste sur quelque chose de sobre. Mais moi je le trouve plutôt agréable, je le trouve plutôt beau. Au niveau de la prise en main, on est sur quelque chose qui, comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure, est doté de dimensions, enfin le téléphone est doté de dimensions qui sont quand même relativement conséquentes pour un téléphone de 5 pouces. C'est là où c'est un petit peu surprenant. On voit clairement que le constructeur qui est derrière n'a pas eu le souci d'optimisation de l'espace. Il a dû poser les composants un peu en vrac dans le téléphone, ce qui fait qu'on a un téléphone qui est un petit peu grand pour un téléphone de la catégorie des 5 pouces. Et puis on est sur un téléphone qui est un peu lourd, 180 grammes pour un téléphone de 5 pouces complètement construit en plastique. C'est un peu au-dessus de la bonne moyenne, on va dire, des smartphones 5 pouces, parce que les smartphones 5 pouces en 2013-2014, quand ils sont bien construits, on est plutôt dans les 150, 140 grammes pour les meilleurs. Donc on est sur un téléphone qui est quand même tout de même, un peu lourd, il faut le dire. Alors à terme, on ressent plus le poids, ça s'oublie assez rapidement, mais dans les premières prises en main, le poids, les 30-40 grammes supplémentaires se ressentent. Mais c'est pas non plus quelque chose de catastrophique. Alors, autre particularité dont je voulais évoquer, le téléphone est complètement construit en plastique. Oui, il n'y a pas une seule pièce de métal à l'intérieur, enfin si ce n'est les quelques composants, mais le téléphone a un châssis et une carrosserie complètement en plastique. Autre particularité, le dos est en plastique verni, glossy, donc ce qui rend le téléphone extrêmement glissant. Moi je vous le conseille de le prendre fermement en main, parce que sinon, forcément, à un moment donné, vous voyez là, c'est pas très difficile de le faire glisser, il n'y a aucun matériau sur le cache batterie qui permet de tenir le téléphone dans la main, ça glisse instantanément. Donc pour éviter de le voir chuter, tenez-le fermement, tout simplement. Les dimensions, je vous les ai pas évoquées, mais je vais être très factuel, je vais vous les donner, là, le temps de me retourner vers ma fiche, parce que vous imaginez bien que je ne retiens pas tout de tête quand même. 14,7 cm de long, 7,7 cm de large et un tout petit peu moins d'un centimètre d'épaisseur. Voilà, donc on est sur un téléphone qui, comme je vous l'ai évoqué, a des dimensions qui sont relativement conséquentes. À tel point que lorsque je le colle à côté d'un écran de 4,7 pouces, certes qui est plus petit, mais qui est plus petit de 0,3 pouces, ça fait pas beaucoup de delta, mais lorsque je le colle à côté d'un Nexus 4, eh bien on retrouve quand même une sacrée différence, quoi. Ça fait quand même un peu mal. On a, je dirais, presque 1 cm de trop sur ce Logicom E500. Donc comme je vous l'évoquais, le Logicom E500 présente bien, il a une belle esthétique, mais malgré tout, il est un peu grand, un peu plus grand que ses camarades, et il est un peu plus lourd que ses camarades de la même catégorie. Donc voilà deux éléments qu'il faut retenir lorsque vous voudriez, ou lorsque vous voudrez prendre le Logicom E500. Si vous avez l'habitude d'avoir des smartphones dans la poche, sachez que celui-là, au départ, il risque de vous déconcerter un petit peu. Voilà. Au niveau du téléphone lui-même, la finition est plutôt bonne. Il n'y a pas de jeu dans les éléments, les boutons sont plutôt bien passés, les boutons ne craquent pas, ne bougent pas, c'est bien placé, c'est bien assemblé. Voilà, c'est un téléphone qui est bien fait.
Vraiment, on voit que la marque a eu un cahier des charges assez précis au niveau de la qualité de fabrication, et le Logicom E500 y répond. Donc on est sur quelque chose qui est bien filé. Au niveau de la souplesse du châssis, on est sur un téléphone qui est complètement en plastique, comme je vous l'évoque. Donc depuis tout à l'heure, forcément, je vous l'ai dit, ce téléphone se plie si vous lui mettez de la contrainte. Donc forcément, ce que je suis en train de faire là, c'est parce que vous ferez vous régulièrement. Ça, c'est l'usage un peu extrême, mais sachez qu'effectivement, ce téléphone plie sous la contrainte. Donc conclusion, moi je vous recommande de ne pas laisser dans la poche arrière de votre jean quand vous vous asseyez, parce que pour peu que vous ayez un jean un peu serré et que vous essayez un peu brutalement, le téléphone risquerait de plier. Bon, ça c'est le cas extrême, mais si vous vous jetez sur une chaise et que voilà, vous êtes bien portant, que le jean est serré, forcément sachez que le téléphone risque d'en prendre un méchant clou. Sur la dalle. Alors la dalle c'est une bonne surprise, alors elle n'est ni Dragon Tail ni Corning Gorilla, c'est une dalle tout à fait basique, avec une vitre tout à fait basique, mais la vitre elle montre une bonne rigidité, elle ne craque pas trop sous la pression, et d'ailleurs je n'arrive pas, vous le voyez, en impactant très fort, en appuyant très fort l'écran, la dalle pardon, je n'arrive pas à impacter l'écran qui se trouve derrière. Donc ça c'est le bon point, c'est le bon côté au niveau de la finition, en plus de la qualité de finition globale, qui contrebalance un peu la souplesse du châssis, c'est que la dalle en elle-même est dotée d'une vitre qui est plutôt rigide, même s'il ne s'agit pas d'une Corning Gorilla ou d'une Dragon Trail quelconque. C'est une vitre tout à fait basique. Voilà, donc ça c'était pour vous parler donc de cette esthétique. Donc ça fait voilà, donc ce point-là clôt la partie esthétique, et on va donc parler de l'image et du son. L'image et le son. Qu'est-ce que je peux vous dire? Alors on est sur un écran qui est un 5 pouces IPS. Sur un écran de 5 pouces IPS, certains concurrents, mais qui sont quand même tout de même un peu plus chers, 50-70 € plus cher, proposent généralement des résolutions QHD, à savoir donc des résolutions dont l'écran, dont le côté le plus petit a 560 pixels, 940 x 500 pardon, je vais y arriver, 560, oulala. Là, on est sur un écran qui est une résolution de 800 pixels par 480 pixels. Donc on est un cran en dessous. Donc c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte. On n'est pas sur un simple écran de 5 pouces qui fait partie des téléphones entrée de gamme. Il y a des téléphones qui ont aussi des écrans 5 pouces, mais qui sont un peu plus chers, comme je vous l'évoquais, 50-70 € plus chers, qui ont des résolutions QHD. Là, on est sur une résolution de 800 par 480 pixels. Alors au niveau de la luminosité, pardon, alors elle est réglable en automatique comme je vous l'ai montré tout à l'heure, enfin comme je vous l'ai évoqué avec le capteur, mais au niveau de la luminosité, on est sur un écran qui est plutôt bon, il n'y a pas de problème là-dessus. Au niveau du contraste, l'image manque peut-être un petit peu de punch, on est peut-être sur une image un petit peu fade, donc c'est peut-être un petit peu le contre-coup finalement d'une bonne luminosité. On est sur un écran qui, en raison de son 5 pouces et de cette résolution de 480p, a une densité de pixels qui est inférieure à 200 ppp, donc 200 pixels par pouce. On est à 187 ppp, ou en anglais on appelle ça aussi des ppi, des pixels per inch. Voilà, donc ça c'est la résolution, enfin en tout cas c'est la densité de pixels. Donc on est clairement en dessous des 300 ppp minimum nécessaires pour ne pas distinguer les pixels à l'œil nu comme on le pense, comme on l'estime, et alors on est très loin des très haut de gamme, ultra haut de gamme, qui ont des 400 et 440 ppp, ce qui sont juste des scores de dingue, mais là voilà, on est, je le rappelle, sur un téléphone qui vaut 99 €. Donc finalement l'écran est adapté à ce prix-là, c'est ce qu'on peut dire. Alors je vais lancer une petite vidéo YouTube, tout simplement pour vous montrer un petit peu ce à quoi on peut s'attendre sur ce type de téléphone. Voilà. En termes de qualité d'image, j'entends. Donc je vais lancer une petite vidéo. Voilà, ce qui me permet aussi de vous parler de la qualité du son. Alors le son du haut-parleur est au max. Voilà. Et le son du haut-parleur au max, le téléphone posé sur une table, eh bien le son devient extrêmement étouffé. Vraiment étouffé. Donc par contre, si je décolle le téléphone de la table, on retrouve du son instantanément moins étouffé. Ça va de soi. Donc là, je vais baisser le son. Je vais mettre à moitié parce que sinon on ne s'entendra plus. Voilà. Alors la qualité d'image, elle est satisfaisante. Voilà, on ne peut pas trop critiquer cet écran. La qualité d'image est plutôt acceptable, mais voilà, il faut être raisonnable. Vous voyez, là je force un petit peu en mode macro sur la caméra. On distingue des petites vaguelettes qui sont ni plus ni moins que les pixels. Donc oui, on a un petit manque de netteté. Voilà, on a un petit manque. Alors c'est pas pénible pour lire les SMS et les MMS, les emails ou même les pages web. Mais tout ça pour vous dire que oui, on a une qualité d'écran qui aurait été perfectible, qui est perfectible, mais si elle avait été perfectible, si elle avait été faite de manière plus parfaite, justement, on aurait eu un téléphone qui coûtait plus cher. Au moins 50-70 € comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure. Voilà, donc ça c'était pour vous parler de l'image. Donc on est malgré tout sur un résultat qui est relativement satisfaisant. Pour la qualité du son, je vous ai montré le haut-parleur, enfin en tout cas je vous ai fait écouter le son du haut-parleur. On est sur un son qui est un peu étouffé. Pas un son mauvais,
Le haut-parleur donne du son qui reste convenable, mais on est sur un son étouffé lorsque l'on pose le téléphone sur une table. Voilà. Donc bon, c'est un petit peu, mais c'est un peu un standard, c'est un peu un classique finalement. Tous les smartphones qui ont des haut-parleurs posés sur le dos sont généralement soumis à cette même contrainte. Voilà, donc il n'y a pas grand-chose de plus à dire là-dessus. L'écouteur fournit un son quant à lui tout à fait normal, c'est-à-dire que lorsque vous êtes en conversation avec votre interlocuteur et que tous les deux vous êtes dans des coins qui captent bien, hein, bien sûr, bien vous avez un son qui est normal, il n'y a rien à redire dessus. Le jack 3.5 format OMTP, j'insiste sur cette notion-là, pourquoi? Parce qu'il y a deux formats, vous le savez, il y a le CTIA, il y a l'OMTP. L'OMTP, c'est le format qui a été majoritairement retenu par les constructeurs de type chinois, concepteurs et constructeurs de type chinois. C'est le cas de ce téléphone. Le CTIA est la norme qui a été plutôt retenue par d'autres types de constructeurs qui visent des marchés notamment nord-américains, sud-américains, européens, enfin en tout cas qui ne sont pas spécifiques Asie et pas spécifiques Chine. Voilà, donc là on est sur la norme OMTP, c'est pas forcément la norme la plus répandue notamment en Europe, mais dans l'absolu c'est pas une vraie contrainte. C'est tout simplement que si vous achetez un casque qui a une entrée micro, eh bien tout simplement il faut être vigilant sur le fait que ce dernier est OMTP, et si ça n'est pas le cas, si c'est un CTIA, eh bien il faudra acheter un petit adaptateur sur le web, ça vaut 2, 3, 4, 5 euros maximum, mais voilà, il faut le savoir, c'est tout, parce que vous pourriez avoir une petite déconvenue. Voilà, donc ça c'était le format du jack 3.5, format OMTP, donc qualité de son, qualité d'image, bon globalement satisfaisante, surtout pour un téléphone à 99 euros. Maintenant, on va parler des performances. Alors, les performances, vous le savez, je les monitore avec plusieurs applications. Antutu, Quadrant, 3D Mark, et notamment Epic Citadel. Alors, je vais commencer par Antutu, avec un peu d'espoir que cet Antutu ait gardé le score que j'avais eu sur le benchmark précédent. Ça m'évitera de le relancer. Alors, est-ce qu'on a gardé le score? Oui, on est à 9725 points. Bon, permettez-moi donc de l'arrondir tout simplement à 9700 points. On est sur un score qui reste digne d'un entrée de gamme. Donc voilà, il n'y a pas de surprise, on est sur un téléphone low cost, moins de 100 euros, et donc on a tout simplement le score d'un téléphone entrée de gamme à moins de 100 euros. On ne peut pas trop lui en demander non plus. Voilà. On a forcément aussi cette petite application Quadrant. Alors Quadrant me donne un score, je ne vais pas relancer toute l'application parce que ça va être super long. Il faut juste savoir que ce téléphone est doté donc d'un score sur Quadrant, là je ressors ma petite fiche aussi, de 3200 points. Bon, c'est un score d'entrée de gamme, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de surprise. On est sur un score tout à fait normal. Maintenant, au niveau tout simplement du score de 3D Mark. Alors je vais voir si 3D Mark a gardé le score que je lui avais fait faire sur un benchmark précédent. On va voir ça. Bon, l'application est peut-être un peu longue à se lancer. C'est pas typiquement lié à ce téléphone, c'est tout simplement lorsqu'on le reset 3D Mark, enfin en tout cas lorsqu'on rallume un téléphone qui a fait un score 3D Mark. Voilà, pour le coup l'application a planté. Lorsque l'on lance l'application 3D Mark sur un téléphone, eh bien elle est très longue à se lancer. Bon, c'est juste comme ça. Donc est-ce que je vais réussir à retenir le score? Est-ce que ça sera mon fail de la vidéo finalement? On verra bien. Ouais, bon, je crois que... On va voir. Si, 3377 points. Bon, on est sur un score d'entrée de gamme qui est pas si mauvais que ça. C'est mauvais dans l'absolu. C'est-à-dire que si vous le confrontez à un moyen de gamme ou à un haut de gamme, c'est sûr que ça pique les yeux. Un score de 3300 points, presque 3400, c'est pas énorme. Mais pour une entrée de gamme, bon, ça veut dire que le téléphone arrive à tenir le coup sur les performances graphiques. Epic Citadel. Alors, Epic Citadel est tout simplement une application qui plante. Il n'y a pas grand chose à dire. Bon, il y a 3D Mark qui plante systématiquement, enfin systématiquement non, 3D Mark vient de planter tout à l'heure. Epic Citadel pour le coup, oui, systématiquement elle plante, c'est-à-dire qu'au moment de faire le lancement du test, alors j'espère que je ne vais pas mentir, j'espère que maintenant je ne vais pas avoir un effet Bonaldi, mais systématiquement à chaque fois que je lance Epic Citadel, ça plante. Donc tout simplement pour vous dire que j'aurais du mal à vous lancer un test. On va voir, je suis peut-être en train de vous dire une bêtise. Non, vous voyez, on sent bien que l'application a planté, hop, donc ça me simplifie le boulot d'un autre côté, vous voyez, pas d'Epic Citadel. Bon, enfin, quoi qu'il en soit, on a eu du 3D Mark, on a eu du Quadrant, on a eu du Antutu, tous ces scores qui sont clairement des scores d'entrée de gamme et qui sont liés à des performances, ou en tout cas des composants, qui sont ni plus ni moins que ceux qu'on doit atteindre sur une entrée de gamme. Alors, je dois avouer une chose, ce sont des composants que je n'ai jamais vus sur d'autres téléphones. C'est la première fois que je les vois, tout simplement parce qu'ils viennent d'une marque qui s'appelle Broadcom, avec mon très bon accent anglais, qui est une marque américaine, qui comme toutes les marques maintenant désormais fabriquent leurs composants high-tech en Chine, bon ça il n'y a pas de mystère, mais c'est une marque américaine qui est on va dire connue à la base pour ses processeurs graphiques, ses petits composants, ses petits chipsets, et qui pour le coup a créé
processeur et processeur graphique ici qui sont utilisés. Donc le processeur est un processeur qui est un double cœur 1 GHz et précisément c'est un Broadcom, alors là je donne le modèle mais bon ça ne veut peut-être pas dire grand chose, 21633. C'est le modèle de ce Broadcom. Bon, soit. Pour moi personnellement ça ne veut pas dire grand chose, je ne connaissais pas la marque avant. Enfin, pas sous ces composants-là. Ensuite, le processeur graphique c'est un Videocore 4HW. Ok, encore une fois de plus c'est un Broadcom, mais il a l'air de bien faire le travail tout simplement parce que 3D Mark nous donne un score qui est finalement pas si mauvais que ça. Côté mémoire vive, on a 512 mégaoctets de RAM, donc de mémoire vive. Donc tout ça c'est pour les composants, c'est notamment ce que l'on obtient comme information lorsque l'on va réussir à lancer en toutou, lorsque l'on regarde notamment les paramètres du device info dans toutou. Donc toutes ces informations là on les a ici. Voilà. On a même une petite information supplémentaire qui est qu'apparemment le constructeur de ce téléphone s'appelle Sprocom. S-P-R-O-C-O-M-M. Bah oui, c'est pas étonnant dans le sens où Logicom est clairement un importateur, clairement un revendeur finalement d'un téléphone qui est de conception chinoise. Voilà, donc tous ces composants finalement vous ont donné des performances qui sont dignes d'un entrée de gamme. À côté de ça, il y a une autre performance qu'il faut évoquer, c'est celle du stockage. La mémoire de stockage interne, il faut savoir que le téléphone est vendu pour être un 4 Go. Mais comme tous les téléphones dotés de 4 Go, au final, on sait très bien qu'on n'en a pas 4. Lorsque l'on allume le téléphone pour la première fois, avant même d'installer quoi que ce soit, on tombe à 2,7 Go d'espace disponible pour l'utilisateur. Donc sachez-le, lorsque vous achetez ce téléphone, vous avez 2,7 Go d'espace disponible pour vous, pour installer vos applications et vos jeux. Sur ces 2,7 Go, il faut savoir que ces 2,7 Go sont divisés en deux. Une première partie qui est plutôt liée justement à l'installation des applications, qui fait un petit peu moins d'un giga, mais enfin on peut arrondir à 1 giga. Et une deuxième partie qui pour le coup normalement est dédiée à l'installation des musiques, enfin en tout cas de votre musique, de vos vidéos, et qui là pour le coup est aussi exploitable tout simplement pour installer les applications et les jeux, c'est ce que j'ai fait. Qui donc représente 1,7 Go, j'arrondis un petit peu. Et vous avez donc un emplacement micro SD, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, qui permet d'ajouter jusqu'à 32 Go de mémoire supplémentaire. Alors particularité, vous l'aurez remarqué, en tout cas les connaisseurs l'ont remarqué, il n'y a pas d'option qui vous permet d'installer les applications et les jeux directement sur la micro SD, sur la mémoire externe, cette fameuse carte que vous allez ajouter. Donc pour le coup, forcément, eh bien sachez-le, vous allez être limité sur les applications que vous allez installer sur ce téléphone. Pourquoi? Eh bien parce que 1,7 Go, qui est la mémoire de stockage sur laquelle vous allez peut-être pouvoir installer vos applications et vos jeux, en tout cas c'est à vous de choisir, ces 1,7 Go sont trop faibles. Je m'explique. En raison de cette contrainte qui vous empêche donc d'installer les applications et les jeux sur la micro SD, eh bien vous vous retrouvez avec un téléphone qui forcément de fait n'accepte pas les applications et les jeux qui font plus que 1,7 Go. Or, petite précision, Modern Combat 4 est un jeu qui, par exemple, fait 1,9 Go. Donc, baba, vous l'avez dans le baba, vous ne pouvez pas installer Modern Combat 4 sur ce téléphone. Alors pour le coup, quand même, pour tester un petit peu les performances du mobile, j'ai quand même réussi à installer un jeu 3D. Et alors j'ai installé Dead Trigger, qui est un jeu qui finalement pèse dans les 700 mégas. Donc c'est une bonne nouvelle, c'est une bonne note, on arrive quand même à installer un jeu 3D. Mais bon, ça reste un jeu 3D moins gourmand qu'Asphalt 8, moins gourmand que Modern Combat 4, mais ça reste un jeu 3D. Et il fonctionne pas mal. Il fonctionne pas mal, ce qui est finalement une bonne surprise, parce qu'on regarde les performances du téléphone, on aurait pu s'attendre à quelque chose qui ne soit pas satisfaisant. Eh bien, on a quelque chose qui reste malgré tout dans le coup. Donc on est sur un téléphone qui tourne bien. Seule particularité, vous allez le voir, le téléphone a des temps de chargement sur ces jeux, sur ce jeu par exemple, qui est extrêmement long. C'est lent, c'est long. Donc là je me permets de meubler un petit peu, hein, je vous fais le blabla, mais c'est lent, c'est long. On est donc sur tout simplement des chargements de jeu qui sont un peu longs. Alors petite particularité, je suis en train de vous le montrer, mais là j'aurais dû vous le montrer avant. Le téléphone est livré avec un film protecteur. Voilà, il faut savoir que lorsque vous allez tout simplement utiliser votre téléphone, vous avez un cache. Et ce cache, en fait, vous le retirez. Quand vous le retirez, vous accédez tout simplement au film protecteur qui est déjà collé sur l'écran. Donc bonne note, vous avez un film protecteur déjà installé sur l'écran. On va peut-être baisser le son un petit peu pour éviter d'être désagréable au niveau du jeu. Voilà, hop. Alors c'est pas très facile de jouer à travers l'écran d'une caméra parce que vous l'imaginez, en même temps que je suis en train de faire ce test, je suis tout simplement en train de regarder l'écran de la caméra. Voilà. Bon, déjà qu'à la base je suis pas un super joueur, mais en plus jouer à travers l'écran d'une caméra, c'est pas fastoche. Voilà, donc petite séquence de jeu, vous l'aurez remarqué. Bon, petite séquence de jeu où je vois plus rien du tout d'ailleurs, là je suis vraiment en train de me perdre. Voilà. Voilà.
Bon, petite séquence de jeu, vous l'avez vu, pour vous montrer que Dead Trigger tourne parfaitement sur ce téléphone, malgré, et j'insiste encore une fois de plus sur ça, malgré des performances qui sont un petit peu limitées. Alors maintenant on va parler de connectivité, hein, c'est la dernière partie de cette partie matérielle. La connectivité de ce téléphone. Alors, premièrement il s'agit d'un double SIM. Donc comme tous les doubles SIM, forcément il y a une gestion des doubles SIM, de la carte SIM. Ici ça s'appelle gestion des SIM cards. Petite traduction on va dire moyennement hasardeuse. Alors, il s'agit de la fonctionnalité de base d'Android qui a été légèrement retravaillée, très légèrement, hein, sur ses aspects design. Alors il est possible tout simplement d'activer ou de désactiver, donc passer en mode avion, l'une ou l'autre des deux cartes SIM, voire les deux en même temps. Il est aussi possible de les renommer, de changer la couleur. Bon, là pour le coup, pour le test, je n'ai pas de carte SIM dans ce téléphone, donc je ne pourrai pas vous le montrer. Il est aussi possible d'allouer un usage sur telle ou telle carte SIM. C'est-à-dire que lorsque vous allez émettre des appels, vous pouvez par exemple décider que ça sera toujours la carte SIM 1 ou 2 qui émettra toujours les appels. Pareil pour les appels vidéo, pareil pour les SMS, et pour la data, vous allez choisir que c'est carte SIM 1 ou 2 ou aucune, tout simplement. Voilà. Ce téléphone, quelle que soit la fonctionnalité que vous allez allouer à une des cartes SIM, par exemple, si vous décidez que ce soit toujours la carte SIM numéro 1 qui émet les appels, ça ne vous empêchera pas, par exemple, de recevoir les appels sur la carte SIM numéro 2. Hein. C'est juste l'émission d'appels qui est concernée. Autre particularité, il s'agit d'un dual SIM standby, c'est-à-dire que si vous recevez deux appels en simultané sur chacune des cartes SIM, eh bien vous ne pouvez pas recevoir les deux, vous ne pouvez pas décrocher les deux en même temps. C'est-à-dire qu'un des deux appels va passer en mode répondeur. Voilà. Donc c'est un dual SIM standby. Vous pouvez avoir deux appels sur la carte SIM, la même, vous ne pouvez pas avoir un appel sur chacune des cartes SIM en même temps. Ça, c'est pas possible. Voilà. Donc dual SIM standby. J'insiste sur ce point-là parce que pour certains utilisateurs, ça a son importance, parce qu'il existe des dual SIM actives qui eux permettent de recevoir un appel sur chacune des cartes SIM en même temps, ce qui favorise notamment les modes de conférence. Voilà, tout simplement. Voilà, donc ça c'était pour faire la petite parenthèse sur le dual SIM. C'est un téléphone quadriband, donc vous pouvez l'amener avec vous partout dans le monde. Il se connectera aux réseaux locaux, tout simplement parce que voilà, il est quadriband. Pour la connexion internet mobile, on est sur un téléphone qui est un téléphone 3G, plus précisément HSDPA. À côté de ça, il faut savoir que c'est un téléphone qui forcément est doté du Wi-Fi, BGN, il est doté du Bluetooth, il est doté du micro USB comme je vous l'ai montré tout à l'heure 2.0, il est doté aussi d'un emplacement micro SD pour 32 Go de mémoire supplémentaire maximum, d'un jack 3.5, format OMTP, du GPS à GPS comme je vais vous montrer notamment avec Maps, tout simplement vous allez voir que la fonction GPS avec AGPS eh bien, est utile, ça permet de se retrouver beaucoup plus facilement, voilà la localisation est instantanée, pas de problème au niveau de l'accroche, donc très globalement pour resituer au niveau de l'accroche, on est sur un téléphone qui accroche très bien le réseau GSM, très bien le réseau web mobile, là-dessus il n'y a pas de problème, les deux étant un peu liés hein, quand même, et qui se débrouille tout à fait bien aussi en Wi-Fi, et en GPS à GPS. Donc sur les notions d'accroche réseau, quelle que soit la norme que vous allez exploiter, on est sur un téléphone qui s'en sort très bien. Donc il n'y a pas vraiment de problème là-dessus, au contraire. Et donc c'est un téléphone qui sur l'aspect connectivité plutôt bien né, plutôt complet. Alors on est certes sur un téléphone qui n'est pas doté de la NFC, qui n'est pas doté de 4G. À l'autre côté, on est sur un téléphone qui vaut 99 €. Je pense qu'on va encore attendre pas mal d'années avant de voir les téléphones low cost dotés de la 4G d'office. Je pense que quand ils seront dotés de la 4G d'office, les téléphones low cost, on sera déjà passé à la 5G. Hein. Donc voilà, c'est juste pour vous dire ça. On est sur un téléphone qui répond aux standards du marché actuel, qui n'est pas décalé sur la connectivité, au contraire, qui est dans la bonne norme. Voilà, donc ça c'était pour clore la partie matérielle. Donc je viens de vous présenter les différents aspects du matériel de ce téléphone. Il est donc temps maintenant de passer sur la partie logiciel. Donc on va parler du système d'exploitation, des applications qui sont installées en native, et puis de la surcouche. Et finalement vous allez voir que la surcouche, ça va être relativement rapide, il n'y en a pas. Alors vous l'avez vu, une petite particularité, le téléphone, vous l'avez vu, a lancé tout seul le Play Store. J'ai rien fait. Alors ça arrive, c'est un comportement assez bizarre de ce téléphone, c'est genre catégorie bug. Le téléphone que j'ai là, et qui est loin d'être un proto, parce que c'est le téléphone que l'on retrouve dans le marché, dans le commerce, eh bien ce coup-là, je l'ai eu quelques fois, pendant mes quelques jours d'utilisation, à savoir donc que des applications peuvent se lancer de façon ponctuelle, toutes seules. Là, c'était Google Play, Play Store. Ça m'arrive d'ailleurs que ce soit le Play Store. Sinon, ça m'arrive aussi que ce soit Google Now. Je ne sais pas pourquoi. C'est généralement soit Google Play, Play Store donc, soit Google Now qui se déclenche tout seul. Voilà. Ah, bah là pour le coup, vous l'avez vu, c'est Dead Trigger. Donc, ça fait partie de la catégorie bug. C'est intéressant d'ailleurs que ça se produise pendant le test. Ça me permet de vous les évoquer. C'est un comportement un peu bizarre. Alors, est-ce que c'est lié à des empreintes de doigts? Est-ce que l'écran aurait pris des traces de doigts et aurait une très forte sensibilité justement au niveau de la dalle tactile au gras que vous pourriez laisser sur son écran?
peut-être. Donc ça mérite peut-être d'être nettoyé plus souvent. Là, vous voyez, je viens de passer un petit coup de nettoyage. Est-ce que c'est ça qui va nous sauver tout au long du reste de la vidéo des différentes, on va dire, applications qui vont se lancer de manière intempestive? On va voir, on verra bien. Voilà, donc ça c'est une parenthèse supplémentaire. Alors, système d'exploitation, justement, là je vous en parle depuis tout à l'heure, mais je ne vous le montre pas, on va rentrer dans le détail. Donc on rentre dans les paramètres. Dans les paramètres, on va dans le à propos du téléphone. Dans le à propos du téléphone, on va dans version d'Android. On clique quelques fois comme un gros goret et on obtient donc un Android Jelly Bean 4.2.2. Alors certes, on n'est pas sur le 4.3, certes, on n'est pas sur la dernière Android 4.4 KitKat, on est sur la 4.2.2 Jelly Bean. Bon, ça marche très bien, il n'y a pas grand chose à dire. Alors là, voilà, je voulais vous montrer les petits... Bon, je vais pas y arriver. Bon, ça vaut pas la peine. Bon, voilà, je voulais vous montrer le petit widget que l'on a derrière, le petit jeu là qu'on peut avoir lorsque l'on appuie partout. Voilà, c'est bon. Hop, c'était ça ce que je voulais vous montrer. Bon, un truc sans importance, mais j'aime bien les parenthèses qui sont inutiles. Voilà, donc ça vous montre un petit peu ce que l'on peut faire avec Jelly Bean, c'est-à-dire lancer tout simplement les Jelly Bean. Il n'y a pas de score, mais bon, c'est mignonné. Bon, c'est comme ça. Voilà, donc ça c'est pour Android 4.2.2. Android 4.2.2, il est stock ici. Il n'y a rien de véritablement qualifiable de surcouche. Alors je vais être très clair, je vais parler un petit peu plus français là pour le coup. Les seuls éléments qui ont été introduits par Logicom sur ce téléphone sont quelques fonds d'écran. Donc les petites fleurs, là, les petits tournesols jaunes, c'est mignon, hein, voilà. C'est tout. Et deux applications de mémoire qui sont pas forcément utiles. On a le L-Store de Logicom, super, un Store spécial Logicom. Bon, pour moi c'est franchement inutile et le constructeur aurait même mieux, enfin le constructeur, l'importateur, la marque aurait même mieux fait d'éviter ce genre de blague parce que moi je trouve ça ridicule et mesquin. Avoir déjà le Play Store, ok d'accord, donc ça c'est vrai, c'est bon, c'est bien, mais avoir un store de l'importateur qui est sans doute un truc extrêmement mal loti. Pour moi, j'oublie, donc aucun intérêt. D'ailleurs, en plus, il faut faire son connect, il faut se connecter, il faut créer un compte, et moi, ça m'a saoulé, donc je l'ai même pas fait, je suis pas allé plus loin. On a par contre ES Explorator, qui est un explorateur de fichiers, donc là, pour le coup, c'est pas plus mal. Voilà. Donc là, on est sur quelque chose qui est bon, qui est malin, qui est sympa. Voilà, donc rien à redire là-dessus. Alors en plus, il y a une mise à jour. Hop, bon, je vais sortir de là parce que sinon ça va me la lancer, mais on est effectivement sur un explorateur de fichiers, bon, qui est sympa. Donc c'est le seul truc mignonné supplémentaire ajouté par Logicom dans ce téléphone. Tout le reste, si ce n'est par exemple les applications qui sont là, Antutu, Epic Citadel, Dead Trigger, 3D Mark et Quadrant, toutes les autres applications que je vais vous montrer dans ce téléphone sont installées de base dans le téléphone. Et alors il y a toutes les fonctionnalités de base proposées par Android, donc proposées par Google, donc c'est forcément pour ça qu'on retrouve du Chrome, on retrouve du Google, on retrouve du Google+, on retrouve du Hangout, on retrouve du local, on retrouve du Maps, on retrouve du navigation. Toutes ces applications-là sont des applications de base Google que l'on retrouve dans ce téléphone. On a aussi une radio FM et qui forcément aussi est une application de base proposée dans Android quand le téléphone est doté d'un tuner FM. Et d'ailleurs, je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure en connectivité, mais ce téléphone est bien doté d'un tuner FM qui nécessite que vous branchez le kit piéton en guise d'antenne. Voilà, donc ça c'est la petite note supplémentaire. Donc on est sur un téléphone qui est un Android quasi stock. Mis à part quelques fonds d'écran et deux applications dont une seule est véritablement utile, on est sur un Android stock. Donc, est-ce que c'est un mauvais point? Au contraire, non, je dirais que c'est un bon point. Tout simplement parce qu'on est sur un téléphone qui est doté de performances, on va dire, relativement modestes, en raison de ses composants. Et avoir un Android qui était surcouché, qui aurait été surcouché, ça aurait nécessairement pénalisé le téléphone au niveau de ses performances. Ça l'aurait rendu beaucoup plus lent, et ça aurait pénalisé ce téléphone, notamment au niveau des jeux 3D, par exemple. Donc, bonne note, au contraire, il est stock, quasi stock, ce qui veut dire que, eh bien, tout simplement, ce téléphone, n'est pas ralenti au niveau de ses performances, par un système qui pourrait être gourmand au niveau de sa surcouche. Deuxième bon point, c'est que si vous connaissez un peu Android déjà, vous n'allez pas vous perdre. C'est-à-dire que c'est extrêmement facile en termes d'appréhension. C'est-à-dire que vous allez très rapidement prendre l'usage de ce téléphone au niveau de ce système d'exploitation qui est quasi stock. On peut même dire qu'il est stock. On peut même dire qu'il est sorti d'usine Android. Il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien de plus. Voilà, donc au niveau de la surcouche, voilà, pour enfoncer le clou, il n'y a rien, quoi. Donc on est sur un Android 4.2.2 Jelly Bean, neutre, stock, voilà. Donc ça, c'était pour le système d'exploitation et la partie, on va dire, logicielle, la partie applicative, fonctionnelle, ergonomique. Donc il est temps de passer à l'usage de ce téléphone. Quels sont ses usages? À qui va-t-il correspondre? À quel type de besoin va-t-il correspondre? À quel marché se destine-t-il? Alors très clairement, c'est un téléphone qui est très loin de répondre aux besoins du marché des professionnels.
Soyons très très clairs sur cet aspect-là. C'est un téléphone qui se destine principalement au marché des particuliers. Pourquoi? Parce que les professionnels sont en général séparés en deux grandes catégories de téléphones. Soit les très basiques, parce que par exemple ce sont des artisans qui n'ont pas envie de dépenser beaucoup dans leur téléphone, qui ont envie d'avoir des téléphones résistants, ou en tout cas des téléphones qui lorsqu'ils tombent par terre et qu'ils se cassent, eh bien, ne vont pas leur faire verser une larme. Donc ça ce sont les téléphones dits très basiques, ce que l'on appelle en anglais des feature phones, qui sont principalement destinés à des artisans notamment. Et puis de l'autre côté, on a les téléphones qui sont des téléphones smartphones très haut de gamme, ultra haut de gamme, généralement offerts par les entreprises à leurs employés, de type cadre supérieur, employés de bureau, etc. Et qui nécessairement aiment bien avoir les téléphones dernière mode, dernière génération, parce que c'est tout simplement gratos, c'est payé par la boîte. Donc voilà, typiquement le marché des professionnels ne se retrouve pas dans ce type de téléphone, parce que ce type de téléphone ne répond qu'à une seule catégorie de besoins, enfin en tout cas de personnes, de public, dont d'ailleurs je peux faire partie de façon ponctuelle, à savoir les utilisateurs qui ne veulent pas dépenser beaucoup d'argent dans leur téléphone, tout simplement. Soit parce qu'ils ont un budget limité de fait, soit parce qu'ils ont un budget limité par choix. Ça, c'est voilà, typiquement le marché, on est sur le marché des particuliers. Alors c'est un téléphone qui répond à tous les besoins des particuliers dans le sens où vous pouvez avoir du lecteur vidéo, YouTube, je vous l'ai montré, du lecteur MP3, je vous l'ai montré ici tout à l'heure, et ça marche bien, de la galerie photo, un appareil photo sur lequel je vais insister d'ici quelques instants. Voilà, des jeux vidéo 3D, vous pouvez voir des jeux vidéo, vous pouvez bien évidemment vous servir de ce téléphone. Alors maintenant je vais parler des usages un petit peu plus généraux. C'est un téléphone qui forcément est doté de la fonctionnalité téléphone. Voilà, donc vous avez la possibilité d'avoir votre fonctionnalité de téléphone, vous avez la possibilité d'avoir votre répertoire, votre journal d'appel, distingué par carte SIM, mais pour le coup là je l'ai vidé, je l'ai reseté avant de faire le test. Et vous avez aussi votre répertoire, tout simplement dans lequel vous pouvez créer des contacts, choisir d'appeler vos contacts, vous envoyer des emails, etc. Un grand classique. Vous avez aussi la fonctionnalité SMS dans laquelle vous pouvez tout simplement taper un SMS. Voilà. Là j'ai choisi un contact mais bon il n'y a pas de contact. Là je vais passer en mode portrait paysage. Voilà paysage et je vais taper le SMS. Donc ça c'est un bon point. C'est-à-dire que vous avez du prédictif parce que c'est Android dessus. Vous avez du dictionnaire, de l'autocorrection. Et puis vous avez un clavier lorsque vous le mettez en 5 pouces format paysage. Voilà hop. Désolé avec le petit reflet de lumière. Lorsque vous êtes en format paysage forcément eh bien vous avez un grand écran pour taper très facilement vos SMS. Voilà, donc vous avez aussi tout simplement du navigateur internet. Vous avez deux versions de navigateur internet. Vous avez, la version internet de base. Oups. Alors on va sortir. Là vous avez vu le profil que je teste, enfin le profil que j'ai de test, qui s'appelle Georges Aubois, qui n'a rien à voir avec mon propre nom, Marco, mais c'est mon profil de test. Bon, vous imaginez bien que je ne vais pas mettre ma véritable identité pour les tests. Voilà, hop, petite recherche top for fun, hop, ce qui me permet aussi de vous montrer un petit peu, on va dire, la rapidité d'action de ce téléphone lorsqu'il est en Wi-Fi, parce que là, je rappelle bien, on est en Wi-Fi. Et voilà, on accède bien, effectivement, à une page navigateur internet, il n'y a rien à dire là-dessus. On a aussi Chrome, forcément, qui tourne bien aussi sur ce téléphone. Pas grand chose à dire. Voilà, donc je vous ai parlé des usages téléphone de base, usage téléphone de base et usage smartphone de base, à savoir notamment bien consulter internet, c'est un peu ce que l'on attend sur un smartphone. Alors maintenant, je vais parler de l'appareil photo. Et l'appareil photo, je vais un peu m'appesantir dessus, parce que vous êtes nombreux justement à vous focaliser sur cette fonctionnalité. C'est sûr qu'aujourd'hui, on dégaine plus facilement son téléphone pour prendre une photo que bien de se balader avec un vrai appareil photo, tout simplement pour prendre des photos. Je crois que ça va de soi. Mais le capteur photo de ce téléphone, comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure, est doté non pas d'autofocus. Alors il est doté d'un flash LED, certes, mais il n'y a absolument aucun autofocus. Donc c'est à vous de faire la mise au point, comme ça, un petit peu à la mode ancienne, et forcément, ça donne des photos qui, premièrement, sont généralement floues, parce que vous n'avez pas d'autofocus, parce que vous prenez à plat la photo, donc c'est à vous de jongler, en fait, finalement, avec la distance, et puis d'un autre côté, ce sont des photos qui sont extrêmement, allez, je vais le dire, mauvaises. 5 mégapixels, c'est ce que l'on a comme capteur photo, 5 mégapixels, c'est clairement écrit ici, là. C'est pas moi qui l'invente, c'est écrit dessus. Et 5 mégapixels sur ce téléphone, avec l'absence d'autofocus, même avec un flash LED, franchement, c'est mauvais. C'est mauvais, c'est tellement mauvais. Alors, il y aura une photo de test, un échantillon qui sera publié sur le site de Top for Fun, sur l'article test, justement, du Logicom E500, ce qui vous permettra de vous faire votre propre opinion, mais avec toute la bonne luminosité du monde. C'est-à-dire que là, j'ai deux parapluies photo qui me permettent d'avoir la luminosité la plus blanche possible, des conditions de studio photo, Et bien même comme ça, même en jonglant avec la distance, en gérant le focus à la mano, eh bien on a quelque chose qui ne peut pas être satisfaisant. Le capteur photo de ce téléphone est principalement son point négatif. Si vous recherchez
un point sur lequel ce téléphone n'est pas bon, bah c'est le capteur photo. C'est juste ça. C'est dingue de dire ça, c'est vraiment le point, mais vous allez peut-être me trouver très, très agressif sur ce point-là, mais le téléphone, dans tous ces autres points, peut à la rigueur être acceptable, mais le capteur photo en lui-même est une véritable calamité. Voilà, c'est le vrai point négatif de ce téléphone. Voilà, donc ça c'était pour vous parler du capteur photo. J'ai bien enfoncé le clou, je vous ai donné mon sentiment, vraiment mauvais. L'autonomie de ce téléphone, batterie de 2000 mAh, sur un téléphone qui a un écran de 5 pouces doté d'une résolution, on va dire très modeste, mais qui marche bien, doté de performances qui sont modestes, mais qui permettent de faire des jeux 3D. Et bien finalement, l'autonomie de ce téléphone avec une batterie de 2000 mAh, elle est plutôt bonne, on dépasse allègrement la journée d'autonomie. On est sur quelque chose qui est très satisfaisant pour un téléphone de cette catégorie, 99 €, je le rappelle. 2000 mAh, alors que 2000 mAh, c'est encore ce que l'on retrouve sur des smartphones haut de gamme. Le Nexus 4, alors qui n'est pas forcément à haut de gamme, qui était déjà vendu à prix moyen de gamme, mais qui lorsqu'il était sorti était quand même dans cette catégorie des mobiles performants. Le Nexus 4 que je suis en train de vous montrer là, il est doté d'une batterie de 2300 mAh, avec des performances quasiment 2 fois plus puissantes que le fameux Logicom E500. Donc performance supérieure, résolution supérieure, batterie de 2300 mAh, batterie de 2000 mAh. Forcément, je vous le dis honnêtement, le Logicom E500 est un téléphone qui dépasse allègrement la journée en termes d'autonomie, sauf si forcément vous êtes un gros amateur, belle liaison avec le Z, un gros amateur de vidéos, auquel cas si c'est ce que vous faites de votre téléphone, si vous lisez beaucoup de vidéos, l'autonomie va vraiment le fondre comme neige au soleil. Tout simplement parce que sur ce type de smartphone, ce qui consomme beaucoup l'énergie, ce qui est extrêmement énergivore, c'est l'écran lui-même. Voilà. Il n'y a pas à chercher. C'est généralement l'écran qui bouffe le tiers, voire la moitié de la batterie lorsque vous utilisez le téléphone. Et il n'y a pas de mystère, c'est le cas ici. Donc lorsque vous lisez des vidéos, forcément ça va vous consommer de la batterie d'autonomie. Voilà, donc ça c'était pour vous parler de ce point qui est le point usage du téléphone. À quel type de public se destine-t-il? À quel usage répond-il? Alors maintenant il est temps de tirer la conclusion. Conclusion de cette fameuse vidéo, puisque je vous ai fait les deux parties, matériel, logiciel, et qu'est-ce que je pense de ce téléphone? Est-ce que c'est un bon mobile? Est-ce que c'est un mauvais mobile? Est-ce que finalement vous en avez pour votre argent, 99 €? Soyons très francs, c'est un mobile qui vous en donne pour votre argent. 99 €, c'est un mobile que je recommande. Oui, oui, je le dis tout de suite, franchement, c'est un mobile que je recommande pour les budgets limités, comme je vous le disais de fait, tout simplement parce que vous n'avez pas beaucoup d'argent sur votre compte bancaire, ça arrive, bon, et ou tout simplement de choix, parce que vous n'avez pas envie de mettre beaucoup d'argent dans votre téléphone. Voilà, ça arrive aussi, on n'a pas tous envie de claquer des centaines d'euros dans son téléphone. C'est mon cas, j'ai horreur de claquer des centaines et des centaines d'euros dans mon téléphone. Bon, voilà, c'est le cas. Donc, un téléphone qui se destine à des budgets raisonnables, mais qui malgré tout veulent des performances satisfaisantes, veulent pouvoir faire des jeux 3D, ça peut arriver, veulent en tout cas un téléphone qui répond bien sur les aspects téléphoniques, email, Internet, tout simplement, j'allais dire Internet Explorer, mais non, c'est Internet tout court, la vidéo et la musique. Tout simplement parce que aussi, vous pouvez, il y a un très très bon lecteur MP3, voilà, ça marche très bien, c'est simple, mais ça marche très bien, avec de la radio FM. Donc sur les aspects multimédia, on est sur un téléphone qui est tout à fait satisfaisant pour son prix, un téléphone qui est doté de bonnes performances, un téléphone qui est doté d'un design agréable, qui est juste un peu trop grand. C'est bon, voilà, on voit que la marque, on voit que le fabricant concepteur a pas vraiment cherché à optimiser la taille du téléphone. On voit aussi qu'il n'a pas cherché à optimiser le poids du téléphone. 181 grammes, c'est clairement lourd. Mais voilà, c'est un téléphone qui en donne pour son argent, à un détail près, que l'on va mettre entre parenthèses, puisque finalement ce téléphone est bon sur les autres paramètres, pour son prix. C'est le capteur photo, comme je vous l'ai évoqué il y a quelques petites minutes. Le capteur photo qui est vraiment le point négatif de ce téléphone, qui est mauvais. Voilà, j'insiste, c'est peut-être la 3e ou 4e fois que je le dis, le capteur photo de ce téléphone est mauvais, pas satisfaisant. Si vous prenez des photos avec ce téléphone, c'est tout juste bon à être envoyé en MMS, par email, pour faire marrer les potes, ça ira pas plus loin. Vous pourrez jamais les imprimer, vous pourrez pas vous en servir de fond d'écran sur un ordinateur parce que ça va être pixelisé, ça va être crade, ça va être à la rigueur peut-être pour personnaliser le fond d'écran de votre téléphone. Voilà, c'est tout juste ce à quoi se destine ce capteur photo. Son point faible, c'est celui-là. Voilà, donc globalement, comme je viens de vous l'évoquer il y a quelques instants encore, ce téléphone est un bon téléphone pour son prix, 99 €, il en donne pour son argent, il est optimisable, j'espère que le Logicom E500 V2 sera probablement meilleur au niveau des dimensions, il y aura probablement de la recherche et développement chez le constructeur et le concepteur qui se trouve derrière. Logicom aura peut-être un cahier des charges un petit peu plus, on va dire, précis, on va dire plus agressif à la suite, mais
Néanmoins, en février 2014 pour 99 €, c'est vraiment un bon choix. Voilà, c'est un téléphone qui en donne pour son argent. J'ai du mal à lui trouver des points négatifs si ce n'est son capteur photo. J'ai pourtant cherché, je vais même vous avouer que lorsque j'ai acheté ce téléphone, je m'attendais à un nanar. Vraiment, c'était l'a priori que j'avais avec ce téléphone. Je me disais, mais je vais tester un nanar, ça va être une catastrophe. Et finalement, tout au long du test, tout au long des jours où je l'ai utilisé, je suis tombé sur un téléphone qui était malgré tout satisfaisant. Quand on reprend en parallèle son prix, c'est sûr. Encore une fois de plus, vous le savez, dans les tests de Top for Phone, c'est ce qui fait notre spécificité. On est extrêmement regardant au niveau du prix, c'est-à-dire que certains de nos confrères sont très portés sur les performances pures du téléphone et se détachent du prix, et c'est ce qui d'ailleurs modère leur propre grille d'évaluation. Chez Top for Phone, on a une grille d'évaluation dans laquelle le prix est un des points majeurs d'évaluation, justement, un des points majeurs que l'on prend en compte. Parce que tout simplement, on se rend bien compte que sur le marché français, tout le monde maintenant regarde au prix, et je ne suis pas le dernier. Je suis pas le dernier à le faire. Voilà, tout simplement. Donc, conclusion de la conclusion, est-ce que je vous recommande ce téléphone? Vous l'avez compris, oui, parce qu'il répond bien aux exigences que l'on peut avoir pour un téléphone de cette catégorie et ce prix-là. Seul défaut, je l'évoque de nouveau, c'est le capteur photo. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo. Comme d'habitude, elle est publiée sur YouTube. C'est peut-être là où vous êtes en train de la regarder. D'ailleurs, si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter sur YouTube. N'hésitez pas à mettre vos pouces verts. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo. Partagez du moment que vous la laissez sur la chaîne YouTube. Tout simplement. Et n'hésitez pas tout simplement aussi à vous abonner à la chaîne YouTube qui compte déjà en février 2014 près de 30 000 abonnés. Et si c'est le cas, si vous êtes déjà abonné, je vous remercie tout simplement de nous suivre et de faire partie de nos fidèles. Vous retrouverez également cette vidéo ainsi que l'article test ainsi que la photo échantillon prise avec le capteur photo de ce téléphone sur le site de Top for Phone, top-for-phone.fr, une URL que vous retrouverez dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à nous rejoindre donc sur le site, n'hésitez pas aussi à commenter sur le site lui-même. Enfin, 3 autres endroits où vous pouvez interagir avec nous et sur lesquels nous vous donnons de l'information. Tout simplement, primo, le forum, sur lequel vous retrouverez notamment une section qui s'appelle quel téléphone choisir. Donc si vous hésitez entre plusieurs téléphones encore, si vous ne savez pas lequel choisir, eh bien il y a la section qui s'appelle justement nommée quel téléphone choisir sur le forum de Top for Phone. Encore une fois de plus, le lien du forum est accessible dans la description de la vidéo YouTube. Enfin, 2 autres endroits sur lesquels vous pouvez nous retrouver, Facebook, Twitter, sur lesquels vous nous retrouverez et qui me permettent d'ailleurs, petite parenthèse, ces 2 endroits me permettent de vous donner le planning de test de l'équipe de Top for Phone, sachant qu'aujourd'hui nous sommes, comme vous le savez probablement déjà, 3 testeurs et que l'équipe n'a de cesse de grandir et que, petite parenthèse, et là je vous fais un petit peu de teasing, mais que nous serons probablement prochainement 5. Voilà. Et donc ça, eh bien, vous le saurez prochainement, mais quand je dis 5, alors c'est pas 5 testeurs, il y aura 3 testeurs et il y aura 2 newsers qui vous feront de l'actualité sur le site. Voilà, donc l'équipe s'étoffe, vous l'avez bien vu, et tout ça c'est pour répondre à vos demandes, à vos envies. Depuis longtemps, vous nous demandez tout simplement de faire de plus en plus de tests, c'est pour ça que nous sommes 3 aujourd'hui, et tout simplement vous nous demandez aussi de suivre de plus en plus l'actualité, de couvrir de plus en plus d'événements, et c'est pour ça qu'il y aura 2 newsers aujourd'hui. L'équipe grandit, et ça c'est grâce à vous. Encore une fois de plus, parce que tout simplement vous nous suivez, vous nous permettez tout simplement de montrer aux marques aussi, c'est pas le cas de Logicom, pour le coup là j'aime bien les enfoncer, mais Logicom ne nous a pas répondu à n'a répondu à aucune de nos sollicitations. D'ailleurs, j'espère que si un des collaborateurs de Logicom regarde cette vidéo, j'espère qu'il en prendra de la graine, parce que c'est pas très sympa de répondre de cette manière-là, ou en tout cas de ne pas nous répondre. Mais voilà, sachez qu'effectivement, c'est grâce à vous, et c'est grâce justement aux vidéos que vous regardez, grâce au nombre de vidéos que vous avez vues au cours des différents mois, que maintenant, on arrive à approcher de manière de plus en plus facile certaines marques, sauf Logicom, qui sont des marques prestigieuses. Pour ne pas les citer, on a notamment Samsung, on a notamment Sony, LG, HTC, Nokia, etc. Toutes ces belles marques qui justement nous font confiance aujourd'hui. Et c'est grâce à vous finalement qu'on le doit. Voilà. Et donc encore une fois de plus, merci. N'hésitez pas à commenter. Moi je n'ai plus qu'une seule chose à vous dire maintenant pour clore cette vidéo, c'est à bientôt pour d'autres tests, parce que forcément vous en rendez compte, il y en aura d'autres. Allez, à bientôt, ciao ciao.